Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et historien Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver sur Boursorama. Merci, plaisir partagé, même si l'actualité n'est pas toujours très gaie. Et en même temps, la France reste pour la 6e année consécutive la première terre d'accueil des projets étrangers en Europe, selon cette enquête EY publiée en fin de semaine dernière. Ça contredit ceux qui affirment qu'on décline et qu'on décroche, et j'en connais quelques-uns. Alors je pense que ça n'est pas entièrement contradictoire. Il faut toujours se réjouir des bonnes nouvelles. Et de fait, cet intérêt d'un certain nombre de grandes entreprises pour la France est très réel et on doit évidemment s'en satisfaire. Il faut aussi d'ailleurs souligner que dans le bilan économique et financier assez mitigé d'Emmanuel Macron, il faut le créditer d'une grande cohérence et d'une stratégie qui a été efficace avec un moyen qui était par ailleurs très intelligent, c'était de mobiliser le patrimoine au service de l'attractivité économique, puisque le fait de recevoir des grands dirigeants à Versailles, évidemment... 8e édition aujourd'hui de Choose France. Ça motive beaucoup. Et d'une certaine manière, ça a été aussi le pari des Jeux Olympiques que d'organiser des épreuves sportives au cœur du côté patrimonial de Paris. Et ce pari a bien fonctionné. Là où je pense qu'il faut quand même... prendre les choses avec un peu de distance, c'est que ce succès est tout à fait vrai. Ce sont des annonces, donc on sait qu'il y a quand même une partie de ces projets qui... Je vous coupe, 37 milliards d'euros d'annoncés, encore une fois, 20 milliards d'euros d'investissements étrangers annoncés aujourd'hui par l'Élysée, donc 37 milliards dont 17 sur l'IA. Exactement, les data centers. Donc, c'est vrai qu'a priori c'est positif. Là où il faut rester, prudent, c'est évidemment ce que je disais, c'est un succès, c'est une très bonne nouvelle pour l'économie française. L'an dernier, il y a eu 15 milliards qui ont été annoncés. Oui. Potentiellement, il y en a 30% sur les plus gros projets qui aujourd'hui n'ont pas forcément échoué, mais qui sont encore à l'état de point d'interrogation. Et ce qui est important quand même, c'est de comparer ça aussi avec, par exemple, le fait qu'on a toujours, aujourd'hui, on a de nouveau des fermetures de sites industriels qui sont majoritaires et qu'on a aussi un recul du nombre de projets. Donc, moi, ce qui me frappe quand même, et c'est ça, une des curiosités, c'est que c'est une très bonne chose. Choose France est une vraie réussite. Et on voit que quand la France se bat pour être attractive pour les entreprises étrangères, elle a des résultats. Ce qui est quand même assez stupéfiant, c'est qu'on ne fait pas du tout ce travail pour les entreprises françaises. Et que les entreprises françaises, elles, quand on regarde aujourd'hui, elles sont dans des mouvements de délocalisation assez forts, parce qu'elles ont, et ce n'est pas seulement un sentiment, quand on regarde par exemple le budget pour 2025, c'est un budget qui est un budget, la sidérurgie est en crise, mais le budget 2025, c'est un laminoir pour les entreprises françaises. Elles ont supporté quand même les 2/3 des 40 milliards de hausse d'impôts, alors même qu'elles sont dans un environnement qui est extrêmement rude. Donc il y a cette espèce de schizophrénie qu'on déploie le tapis rouge pour les entreprises étrangères, on a raison, oui, mais on est séduits par la France. Mais en revanche, malgré un problème de coût du travail, les entreprises françaises sont considérées comme des vaches à lait pour essayer de compenser les problèmes de la gestion publique. Et aujourd'hui, très clairement, elles n'y arrivent plus parce que d'abord, les dérèglements du secteur public ont pris une telle dimension et par ailleurs que le secteur privé, il est très fragilisé, par exemple, pour l'industrie. Il est aussi fragilisé par la surréglementation européenne. Et donc, il n'est plus en état de répondre à la pression qu'on met sur lui. Donc, dans le Choose France, retenons les bonnes choses, l'attention portée à l'offre, à l'attractivité, à la compétitivité. Et essayons de le faire pour les entreprises françaises autant qu'on le fait pour les entreprises étrangères. D'ailleurs, le patron du MEDEF, Patrick Martin, dit « On peut raconter ce qu'on veut, nous ne sommes malheureusement pas en train de réindustrialiser le pays ». Non, mais ça c'est vrai. Aujourd'hui, on détruit de nouveau des emplois dans l'industrie et on ferme plus de sites qu'on en ouvre. Mais sur le problème industriel,
il y a une dimension française et il y a une dimension européenne maintenant qui est vraiment préoccupante, puisqu'on voit que dans ce moment où on a quand même le protectionnisme des États-Unis, le dumping industriel de la Chine, une partie du monde qui se ferme aussi, et on a une industrie automobile sur laquelle l'Europe abat des pénalités alors que c'est elle est quasiment exsangue. La sidérurgie, on accepte 30 millions de tonnes en franchise totale de droits qui arrivent de Chine. La chimie est aussi en chute libre. Le textile, on a le problème des petits colis avec Shein ou Temu. Et là encore, on explique qu'on va peut-être faire quelque chose en 2028, mais en 2028, de toute façon, le choix sera vite vu. Ça sera, soit ça viendra de Chine, soit ça n'existera pas parce que tout simplement, il n'y aura plus d'offres européennes. Donc, on commence à avoir des mots, si vous voulez, sur la prise de conscience, mais les autorités françaises et les autorités européennes n'ont pas compris qu'on est vraiment maintenant dans un monde de choc et de vitesse où on ne peut plus mettre 2 ou 3 ans avant de prendre des mesures. Et on en a eu d'ailleurs un exemple très intéressant avec donc le déluge de mesures protectionnistes annoncées par Donald Trump. Il y a eu 2 stratégies très différentes. La Chine a une très très dure, disons, c'est œil pour œil, dent pour dent, représailles. Et par ailleurs, la Chine a vendu des titres de dette des États-Unis. On le sait, ça vraiment ? Oui. La Chine a bloqué les exportations de terres rares et en quelques jours, ça a été réglé et c'est Donald Trump qui a cédé. L'Europe a expliqué qu'elle allait faire une stratégie d'apaisement et pour l'instant, on se retrouve dans la position de ceux sur lesquels vont se faire l'ajustement des deux. On va avoir les droits des États-Unis et on va avoir le déversement des surcapacités chinoises. Donc, il faut vraiment comprendre que la règle du jeu a changé. On n'est plus dans un monde multilatéral où on peut négocier pendant des années des accords de libre-échange. On est dans un monde extrêmement dur, avec des gens qui testent en permanence la capacité de réaction et la volonté. Si on n'est pas capable de montrer de la réactivité, de la fermeté, eh bien, on devient la variable d'ajustement des autres. Et dans ce contexte, quand on entend le président de la République, Emmanuel Macron, c'était jeudi, je crois, lors d'une conférence organisée par JP Morgan à Paris, il a dit « Mon job pour les 2 ans, c'est la stabilité ». On peut le comprendre aussi. Oui, mais d'abord, on est maintenant dans un système instable, j'allais dire politiquement. Normalement, la Ve République, c'était un régime stable. Il est devenu instable et le premier responsable de l'instabilité, c'est Emmanuel Macron. Il n'a pas fait de campagne législative. Oui, avant, il n'avait pas fait de campagne pour les législatives après son élection. Donc, il est quand même le premier responsable aujourd'hui du fait qu'on a un système institutionnel qui est complètement dysfonctionnel. Et derrière, moi je pense qu'il faut de la stabilité, mais il faut surtout, ce que je disais, du mouvement, de la réactivité et de la réforme. Ne peut pas se permettre un tel immobilisme jusqu'en 2027, nous dit Patrick Martin. Il a parfaitement raison. Concilier tout le monde bouge. Regardez, Donald Trump va... Ah ben si, la stabilité politique, c'est la condition de la réforme. Alors ça, c'est tout à fait clair. C'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui les endroits où ça bouge, prenez par exemple, alors c'est certainement pas un modèle d'un point de vue politique, mais Donald Trump a fait son premier déplacement officiel en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en train vraiment de se transformer. Elle se transforme sur fond de stabilité politique. Regardez Xi dans l'expérience Xi Jinping. Là aussi, c'est certainement pas un modèle de démocratie. Ce qui est intéressant, c'est que Xi, il est toujours obsédé par ce qui est arrivé à son père. Son père était un réformateur. Et il a fait partie, pourquoi, des victimes de la révolution culturelle, parce que les réformateurs de la Chine de l'époque n'avaient pas construit leur assise politique avant de vouloir réformer le système. D'où l'obsession de Xi Jinping sur le contrôle absolu du Parti communiste pour pouvoir ensuite conduire un certain nombre de changements qu'on peut tout à fait discuter. Mais ça, c'était... Vous savez, on redécouvre aujourd'hui l'importance du général de Gaulle pour la dissuasion nucléaire, pour l'indépendance nationale ou pour la souveraineté. Il ne faut jamais oublier que les institutions de la Ve République,
elles ne sont pas vraiment libérales, mais elles sont fondées sur l'idée qu'il faut de la stabilité politique et un État fort pour pouvoir réagir au choc de l'histoire et pour pouvoir bouger vite. Ce qui est terrible dans ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'on voit que la Ve République a vraiment été corrompue, c'est que c'est aujourd'hui un régime qui est pas beaucoup plus libéral, mais qui a perdu la stabilité politique, avec un État qui est obèse et impuissant, et que du coup, on a l'incapacité à bouger. Aujourd'hui, y compris en Europe, tout le monde bouge. L'Europe du Sud, en dehors de la France, va mieux. L'Europe du Nord est assez compétitive. Monsieur Friedrich Merz est en train d'essayer de mettre en mouvement l'Allemagne. Il y a un pays qui est complètement à l'arrêt et qui est la France. Et c'est vrai qu'on ne peut pas, dans une période pareille, accepter de laisser perdurer cette situation. Les frais de personnel de l'État, on parlait d'un État obèse, ont augmenté de quasiment 7% en 2024, soit 7 milliards d'euros. Bon, ça reste une incongruité, une incompréhension. Non, mais c'est une aberration complète. On a donc un État qui absorbe 57% du PIB. 8 points de plus. On a 52% du PIB de recettes publiques. Donc c'est gigantesque. Et avec tout ça, les services de base ne fonctionnent plus. Ni l'éducation, ni la santé, ni la police, ni la justice. Donc, il fait quoi, là, le ministre de l'économie, Nicolas Bavrez? Vous êtes ministre de l'économie, vous conseillez ministre de l'économie, vous lui dites quoi? Écoutez, il y a deux choses à faire. La reprise du contrôle des finances publiques qui ne peut se faire que par des coupes dans les dépenses. Mais pour réussir ça, il faut convertir le modèle économique. C'est ce qu'ont fait les pays d'Europe du Nord ou d'Europe du Sud. C'est-à-dire que pour que ça marche, par ailleurs, il faut remettre du développement. Et donc, il faut rebasculer le modèle économique sur la production, le travail, l'investissement et l'innovation. Si vous voulez, c'était le choix de la production, c'est ce qui s'est fait en 1945. En 1945, tout le monde pense qu'on va revenir aux années 30. Et donc, on va revenir vers le chômage et y compris la CGT de l'époque et le Parti communiste disent qu'il y a trois priorités, la production et la production. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, ça paraît loin. Mais pas tant que ça, parce que si vous regardez par exemple dans l'énergie, il y a une CGT qui est tout à fait productiviste. Et que effectivement, la politique qui a été mise en place de saccage de l'industrie nucléaire est une absurdité complète. Donc on peut trouver, et on peut réaligner aussi les générations, parce que tout le monde voit bien que tous les Français aujourd'hui se paupérisent et vont dans le mur. Et on n'arrête pas de les opposer les uns aux autres. Autrement dit, est-ce qu'il est tenable et logique que les retraités aient un revenu moyen supérieur de 10% aux actifs? Évidemment non. Si on leur dit simplement, on va vous prendre votre argent pour combler le tonneau des Danaïdes, les retraités vont évidemment. Si on leur dit en revanche, vous allez faire un effort. Vous, les actifs, vous allez travailler plus, puisqu'on est quand même le pays où on a le plus faible nombre d'heures par personne dans le monde développé. On est à 600 heures, c'est le plus faible. Donc, vous, actifs, vous allez travailler plus, ce qui, pour les retraités, a l'intérêt que ça rend soutenable le système des retraites qui, pour l'instant, est programmé pour exploser. Et aux jeunes qui, pour l'instant, sont dans un système où on leur dit « vous faites semblant de travailler et nous, on fait semblant de vous donner des diplômes qu'on sait n'avoir aucune valeur », on sort de ça et on se remet à former les gens et à transmettre du savoir, des valeurs et à les préparer à la fois pour la vie active et pour la citoyenneté. Pourquoi aucun politique fait ça? Parce que la politique française s'est beaucoup abîmée dans ce marketing où on n'arrête pas de segmenter les uns les autres. On s'adresse les uns aux autres, on protège, chacun a sa clientèle, sert sa clientèle. Plus personne ne s'occupe, plus personne ne parle à la France et aux Français. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est ce qu'il faut retrouver d'ailleurs. Et quels que soient les camps. On comprend la logique intellectuelle, effectivement, de remettre les gens au travail, tout ce que vous avez dit. Mais comment concrètement ça passe par quelles mesures Prenons par exemple sur les dépenses publiques. Sur les dépenses publiques, donc on a 1700 milliards de dépenses publiques, ce qui est extravagant. 8 points de plus que la moyenne européenne. Voilà. Donc, il faut repartir là aussi, repartir de l'objectif. Quel est l'objectif? C'est de rendre la dette soutenable
pour ne pas se retrouver dans la situation de 1983 en France ou de l'Italie de 2011. Pour que la dette soit soutenable, c'est très simple, il faut avoir un excédent primaire. Donc il faut ramener, ce n'est pas 3%, il faut ramener le déficit à 1,5%. On est entre 5,5%, donc ça fait un point de PIB par an sur 4 ans. Oui, 4 points de PIB. Parce qu'on ne va pas faire ça sur une année, évidemment. Un point de PIB, c'est 30 milliards, quoi. Voilà, et sur 4 ans. Donc dans les dépenses, il y a 30 milliards de plus. Oui, parce que vous voulez, les coups de rabot ou les trucs sur une année en disant ça n'a pas de sens. 30 milliards par an tous les ans, vous les trouvez où? Mais 30 milliards sur 1700 milliards, très franchement, c'est pas très compliqué. Une manière intelligente de les trouver, c'est la suivante. C'est que tant qu'on n'est pas à 1,5% du PIB de déficit, on désindexe toutes les prestations, quelles qu'elles soient. Et on peut aussi, si on fait ça... Je crois que c'est 8 milliards par an que ça rapporte. Là, si c'est sur l'ensemble des prestations, ça rapporte beaucoup plus. Et en revanche, on peut dire... C'est une perte de pouvoir d'achat pour beaucoup de gens. Hein. Oui, mais enfin, bah oui. Soit on continue... Si on continue à distribuer du pouvoir d'achat fictif, par de la dette, ça se termine par la Grèce. C'est-à-dire, je rappelle qu'en Grèce... il y a eu moins 25% sur les retraites, moins 20% sur les rémunérations des fonctionnaires. En Italie ou en Espagne, ça va mieux aujourd'hui, mais l'Espagne, il y a eu la suppression des 13e, 14e mois, il y a eu une diminution de pratiquement 10% de la rémunération des fonctionnaires. Donc, soit on attend d'avoir tapé le mur, et on le fait avec une secousse qui sera aussi une secousse politique épouvantable, soit, ce que je dis, on met... Tout le monde contribue. Et la manière de contribuer, c'est de dire, si on désindexe les prêts, on désindexe... Qui d'autres contribuent? On n'indexe pas les barèmes d'imposition. Et là, les actifs contribuent aussi. Vous voyez, on peut trouver ce genre de dispositif où on ramène un peu tout le monde sur... et avec un objectif concret qui est de reprendre la maîtrise des dépenses publiques et donc de retrouver notre souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, en faisant ça, on se met la main, on est dans la main des marchés, et on a vu que il ne faut pas grand-chose pour que les choses tournent mal. Ça a été le cas avec l'Angleterre de Madame Truss, et puis on a eu le 9 avril la secousse sur la dette américaine, ce qui montre que même les États-Unis ne sont pas à l'abri de ce genre de... Et les États-Unis... C'est une bonne leçon, ça. Oui, parce que les États-Unis, en réalité, ils sont en matière de dette publique, c'est à peu près la France, 120% du PIB. Nous, on est à 113, mais on va se rapprocher dès la fin de l'année des 120. Et les États-Unis, ils ont les marchés les plus profonds du monde, c'est le marché directeur, ils ont le dollar, donc ils ont une puissance militaire qui est la première, donc ils ont beaucoup plus de protection que nous. Mais ce que Donald Trump a montré, c'est que, ce qu'avait montré Madame Truss pour le Royaume-Uni, c'est que... pour le Royaume-Uni, c'était pour un grand pays développé. Pour les États-Unis, même la première puissance du monde, si on conduit des politiques trop déraisonnables, on est sanctionné par les marchés. Et ce qui est intéressant pour Donald Trump, c'est que il a désarmé tous les contre-pouvoirs, le Congrès, la justice, mais les marchés ne sont pas faits pour être en contre-pouvoir politique. Mais il se trouve que le rappel à la réalité, eh bien, ce sont eux qui l'ont fait. C'était en fin de semaine dernière également, mais Macron, dans son émission sur TF1, a évoqué une taxe sur la consommation pour financer le modèle social. Sans le citer, c'est une forme de retour de la TVA sociale. Est-ce que vous y êtes favorable, sachant que, évidemment, l'Assemblée nationale ne votera pas, a priori, une TVA sociale, et je ne suis pas sûr que les Français, encore une fois, soient favorables à une mesure qui aille à l'encontre de leur pouvoir d'achat? Dans l'absolu, c'est vrai que la seule marge de manœuvre qui existe aujourd'hui, le seul impôt sur lequel on est un peu en dessous des autres, c'est la TVA. Mais, on est à 20, là où la moyenne européenne est à 22. Oui, mais sauf que c'est toujours la même chose. Le problème de la France, c'est qu'on raisonne souvent impôt par impôt. Et donc, comme je le disais, c'est un pays où il y a 52% de recettes fiscales. Donc, il faut regarder un peu le panorama. Donc, de toute manière... Le seul impôt sur lequel il y a un peu de gras, entre guillemets. Oui, mais la France est surfiscalisée. Donc, l'idée de basculer une partie de... Moi, ce que je redoute, c'est que on va augmenter la TVA, mais il n'y aura pas de baisse, il y aura pas de baisse des charges, parce que ça va être encore une manière de financer. Si vous voulez, c'est pour ça que la priorité absolue, c'est la maîtrise de la dépense sociale.
La dépense, on a une économie qui aujourd'hui, grosso modo, depuis la fin des années 2000, on croît de 0,3-0,4 pour an, 4% par an. Les dépenses sociales augmentent de 3 à 4% par an, à partir d'un système où on a déjà autour de 6% de déficit et 113% de dette. C'est intenable. Donc, c'est intenable. Donc, avant de se poser cette question-là, la première des choses, c'est comment est-ce qu'on maîtrise la dépense sociale. Et pour maîtriser la dépense sociale, il faut regarder toutes les grandes fonctions qui existent et remettre en place des systèmes qui soient des systèmes de responsabilité. Par exemple, sur la santé qui augmente de manière structurelle, et où là, on a eu en plus maintenant, on a créé des disparités invraisemblables entre le public et le privé, on arrivera, et en même temps, on a des déserts médicaux, on a la qualité des soins qui s'effondre, donc il faut remettre en cause le fonctionnement du système. C'est ce qu'a fait l'Europe du Nord avec 3 degrés de médecine, une vraie médecine de proximité mais qui couvre l'ensemble du territoire, ensuite des hôpitaux généraux et puis ensuite des hôpitaux très spécialisés mais en nombre limité pour la cardiologie, pour la neurologie, pour évidemment les soins contre le cancer. Tant qu'on n'aura pas réorganisé le système, et on l'a bien vu, il y a quand même un cas d'école, le Grenelle de la santé, on a quand même remis 30 milliards dans ce système, il marche encore plus mal aujourd'hui qu'avant. Donc 30 milliards pour rien. Ça montre bien qu'il faut changer les modes d'organisation. Oui, mais on a aujourd'hui 37 milliards d'euros d'investissements étrangers lors du sommet Choose France. Donc c'est comme parce que sinon, quand on a cette discussion, on a envie de se pendre. Non, mais ça reste une bonne nouvelle. Et il y a, j'allais dire, derrière une autre bonne nouvelle, c'est vous voyez que la France est un pays de cocagne normalement. C'est incroyable d'être dans cette situation-là. On peut tout faire dans notre pays. On peut faire de l'agriculture, de l'industrie, de la finance, de l'immobilier, tout ce qu'on veut. On a réussi à saccager tous ces secteurs. Mais quand, par extraordinaire, on arrête de faire que des bêtises, en réalité, ça répond. Et c'est la même chose. Dès qu'on crée pour les Français, d'ailleurs ça se voit, les Français à l'étranger, il y en a beaucoup qui réussissent extrêmement bien, une fois qu'on les libère du carcan étatique, réglementaire et fiscal français. Donc, autre paradoxe qui vous montre bien que notre système est fou, le président de la République se vante de la réussite des Jeux Olympiques et de la reconstruction de Notre-Dame. Bon. Notre-Dame est entendu que c'est quand même l'État qui est responsable de l'incendie puisqu'on prenait l'argent des visiteurs des tours pour aller le mettre dans les autres monuments historiques et que le système de détection d'incendie était complètement déficient, mais peu importe. Et que ça a été reconstruit avec de l'argent privé. Moi, ce que je note dans les deux systèmes, et ce qu'on voit aujourd'hui encore à Mayotte, c'est qu'à chaque fois, on a fait des lois d'exception. On ne peut pas reconstruire Notre-Dame à l'intérieur du droit de l'urbanisme et du droit de la construction français. Les Jeux Olympiques, on ne peut pas faire les Jeux Olympiques avec le droit du travail français. À chaque fois, on a créé des bulles. Mais pourquoi est-ce que le citoyen de base, il n'a pas le droit à travailler dans un environnement qui soit simplement un environnement normal? Et donc, si on mettait les Français, les entreprises et aussi, d'une manière générale, toutes les autres activités sociales dans un environnement qui soit un environnement à peu près raisonnable, on aurait des résultats étonnants. Et pourquoi est-ce que ce qu'on fait par exception pour Notre-Dame, pour Mayotte, quand il faut reconstruire, et Mayotte, on est en dehors de la commande publique, là, on a tout écarté, la commande publique, l'urbanisme, et vous voyez, donc, l'État montre lui-même que quand il veut faire quelque chose, il ne peut pas accepter les lois qu'il impose aux citoyens. C'est quand même un problème. Et donc, repartons, faisons un État qui rend la vie supportable pour les citoyens. Et que l'État, au lieu de fonctionner pour lui-même, avec un système qui est devenu fou, où la norme, on impose la norme en fiscalité, ou c'est la norme qui nourrit la norme, mais elle joue contre son camp. Aujourd'hui, l'excès de fiscalité tue les recettes fiscales. On a un très bon exemple. Dans le budget 2025, c'est le transport aérien. 18 milliards de chiffre d'affaires, maintenant 4 milliards de taxes. Quel est le résultat?
Le résultat, c'est que l'offre de sièges cet été pour la France, 58 millions de sièges. Pour l'Espagne, c'est 90 millions. Ah. C'est-à-dire que... Et comment peut-on croire qu'on va rester une grande puissance touristique si les gens ne peuvent plus venir chez nous parce que le prix des billets d'avion est devenu hors de prix? Rien qu'avec ça, on va perdre un demi-million de touristes britanniques. Le demi-million de touristes britanniques, c'est évidemment infiniment plus de ressources fiscales que ce qu'on est allé prélever sur les billets, qui par ailleurs ne rentrera pas forcément puisqu'il n'y aura pas d'offre. Et vous voyez, c'est là où on... Boutique de gribouille, ça. Oui, mais c'est un exemple concret, mais en réalité, ça exprime ce qu'est aujourd'hui la fiscalité française à l'échelle de notre pays. Et donc maintenant, il faut qu'on sorte de ça, parce que c'est vital. Allez, merci beaucoup. Entretien merci infiniment. Avec Nicolas Bavrez, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci beaucoup.